Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bonsoir à vous tous qui nous suivez sur la manière de télévision. Et bienvenue à vous dans ce magazine de la femme, ce nouveau numéro de Grand F. Cette émission, ce magazine qui parle de la femme, une tribune qui permet à la femme de s'exprimer, femme de toutes souches confondues. Cette émission est donc là pour vous. Alors ce soir, amis téléspectateurs, nous allons recevoir une autre femme, Grand F. Une femme, elle est avec nous et avec elle, nous allons parler d'elle, nous allons parler de son parcours, nous allons parler de ses ambitions et pourquoi pas, qu'est-ce qu'elle fait ici, donc dans le Congo central. Donc je vous présente ce soir Madame Maman, moi je parle toujours des mamans, Maman Chantal Malamba Kifungo, elle est donc secrétaire générale de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central, elle est candidate au poste de gouverneur, c'est une femme, une maman et aussi une femme politique. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, c'est avec grand plaisir. Alors d'emblée, j'aimerais que Madame Maman nous parle d'elle-même. Comment vous définissez-vous vous-même? Merci beaucoup, merci de m'inviter à votre émission. C'est vrai qu'au Congo central, c'est la première fois, mais nous avons déjà eu à échanger à Kinshasa dans votre émission. C'est un plaisir que de retrouver cette émission. Je suis Chantal Malamba Lengu, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Je me suis mariée dans la vie et j'ai porté le nom de mon mari, ce qui fait que quand on est au Congo central, je dis Kifungo, on se dit mais voilà, donc c'est mon histoire. Je suis Chantal Malamba Kifungo aujourd'hui, la cinquantaine très très bien révolue, tendant vers la soixantaine. Je suis mère de 4 enfants et je suis journaliste de formation. J'ai étudié à l'ISTI, aujourd'hui IFASIC. Je fais de la politique depuis plus de 20 ans maintenant et j'aime aussi ajouter que je suis chrétienne. Voilà, donc ce sont les choses, je pense, qui définissent un peu ce que je suis. Voilà. Alors aujourd'hui, nous vous recevons ici au Congo central. Vous êtes maman, vous êtes femme, une mère, vous êtes une femme chrétienne. Et en tant que femme, comment vous pouvez décrire la femme en général et celle du Congo central en particulier? Comment définir la femme? C'est vrai, parfois on a difficile à définir les choses que l'on appréhende pourtant facilement. La femme, c'est d'abord un être humain, c'est un être humain de sexe féminin. Comme tous les êtres humains, a reçu de Dieu, parce que moi je parle beaucoup de Dieu, les autres parlent de la providence, qui a reçu le Dieu, elle aussi, de participer à la vie. En ce qui nous concerne, nous les chrétiens, nous disons que Dieu nous a donné la mission de dominer. C'est-à-dire nous devons dominer la faim, nous devons dominer le froid, nous devons dominer tout obstacle qui se présente à nous. Nous avons reçu la même mission, comme les hommes, avec la particularité de pouvoir être celle aux larges épaules. Les épaules de la femme sont larges parce qu'elle doit supporter beaucoup de choses. Elle est appelée à aider, elle est appelée à porter la vie, elle est appelée donc à être cette partenaire de l'homme qui l'aide surtout sur le plan, je dirais, nous sommes beaucoup plus forts sur le plan mental, sur le plan spirituel. L'homme a certes une force physique, mais je pense que dans la vie, nous rencontrons beaucoup de problèmes qui demandent que nous puissions utiliser la force mentale, la force spirituelle aussi. Et la femme, je pense que là, elle a une force très grande, celle qui permet d'ailleurs à l'humanité de supporter certaines aspérités de la vie. Et c'est cet être-là, la femme. C'est aussi cet être qui aime. Je ne dis pas que c'est l'apanage de la femme seule, mais la femme, elle aime un peu autrement. Elle peut aimer même ce qui lui fait mal. Elle peut aimer ce qui lui fait mal. Elle peut supporter des choses difficiles à supporter pour l'homme. Voilà, c'est un peu tout ça la femme, avec sa beauté, avec ses forces et parfois aussi avec ses faiblesses. L'on pense que la femme n'est pas très forte, la femme qu'elle pleure rapidement, la femme qu'elle... Mais je crois qu'il faut aller au-delà de tout ça pour savoir réellement ce que c'est que la femme. Congo, comme si je peux le dire ainsi. La femme Congo, eh bien nous avons une particularité, c'est d'être retenus dans l'histoire Congo comme étant la source. La femme Congo, c'est la source. La femme Congo, c'est elle qui définit la famille.
c'est elle qui peuple la famille, donc c'est un être très important. Lorsque vous n'avez pas de filles dans votre lignée, c'est un problème. Il faut avoir des filles parce que ce sont elles qui finalement nourrissent le kanda, nourrissent la famille, c'est très important. Et la femme Congo, c'est cette femme pétrie de sagesse. Vous savez, il y en a qui pensent, j'ai été dans une émission dernièrement sur Top Congo, on a dit voilà, la femme Congo, c'est cette femme qui ne parle pas, c'est cette non, c'est une femme qui parle, c'est une femme qui sait quand parler. Vous voyez, ça c'est de la sagesse. Parce que parler pour parler et ne pas arriver au résultat, ce n'est pas utile. Mais quand on sait cibler le moment, quand on sait cibler la manière, la femme Congo arrive à faire respecter son point de vue. Et lorsque la femme Congo se lève, on se rend compte que là c'est un moment particulier. Il faut l'écouter. Voilà ce que c'est que l'andona. Parce que la femme Congo, c'est l'andona. L'andona, voilà. Voilà. Alors, vous êtes femme chrétienne, on l'a soulevé aussi. Et en même temps, vous êtes politique. Oui. Voilà, ce qu'on a l'habitude d'entendre, c'est que la politique et la chrétienté, politique est généralement le Bouddha, chrétienté, c'est comme ça, mais la Maroc aussi la politique. Je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à ça. Vous savez, David était un politique. Salomon était un politique. Jésus-Christ lui-même était un politique. Qu'est-ce que la politique? Il faut commencer par définir correctement le terme. Qu'est-ce que la politique? La politique, c'est cet art de pouvoir gérer la cité. Vous voyez? C'est ça, gérer la cité. Donc, qu'est-ce que nous devons faire pour rendre la vie vivable par tous ceux qui sont dans la communauté? Pour que chacun trouve sa place dans la communauté. Pour que ceux qui viennent de naître trouvent un avenir. Donc, c'est ça la politique en fait. L'art de gérer la cité. Nous devons gérer les moments présents et nous devons aussi prévoir les moments à venir. Nous devons également préparer les moments de crise. Parce que la crise, parfois, quand elle arrive, elle ne s'annonce pas. Mais nous devons savoir la gérer. Donc, c'est ça la politique. Malheureusement, il se fait que dans la politique, on doit beaucoup parler à la population parce que ce sont des leaders qui sont devant la population pour leur montrer le chemin à suivre. Et il faut beaucoup communiquer. Il faut beaucoup communiquer en parlant, parfois, au lieu de donner la situation actuelle, on peut donner la situation vers laquelle nous voulons être. Nous voulons aller là-bas. Comme ça, c'est une situation qui reste devant ceux qui vous suivent. Ils se disent, nous sommes en train de marcher vers un Congo démocratique. Nous ne parlons peut-être pas de ce moment, nous parlons de là où nous allons. Mais lorsque vous ne tenez pas les engagements que vous prenez, c'est alors que vous devenez un menteur. Lorsque, par exemple, vous dites, nous allons tout faire pour qu'il y ait de l'eau dans ce quartier, et que vous ne gardez pas la communication avec la cité pour lui faire comprendre à quelle étape on se trouve. Pourquoi est-ce que le projet n'a pas avancé? Il faut donner l'information. Parce qu'il peut y avoir des difficultés de parcours. Si vous savez comment communiquer, on ne vous prendra pas de voleur, même si l'eau n'a pas jailli des robinets. On comprendra qu'à tel moment, il y a eu telle chose qui n'a pas permis que les délais soient respectés. Malheureusement, chez nous, le politique pense qu'il est un super homme, il est une super femme qui ne peut pas connaître des difficultés. Et vous commencez à tomber dans la démagogie, dans le mensonge. Mais le temps va vous rattraper, puisque lorsque vous dites que je vais donner à tout le monde 3 repas par jour, les gens attendent, ils regardent. Les 3 repas par jour n'arrivent pas. Vous n'expliquez pas pourquoi les 3 repas par jour n'arrivent pas. Et surtout lorsque vous pensez que vous pouvez améliorer la situation comme par une baguette magique. L'amélioration d'une situation se fait par le travail. Et le travail, ce n'est pas vous seul, le politique ou la politique, c'est également avec la population. Il ne faut pas penser que la population est là pour attendre tout simplement les dividendes. Elle doit s'engager dans le combat pour le devenir que nous cherchons. Malheureusement, chez nous, on voudrait garder la population dans une situation comment dirais-je, de manque d'information, parfois même de manque de formation,
pour que cette population ne soit pas capable de formuler ses demandes, ne soit pas capable de juger les moments que nous sommes en train de passer. Mais à la fin, la population se rend compte qu'elle n'a pas ce qu'elle attend. Donc on vous traite de menteur. Donc ce sont des choses, je pense, qui nécessitent beaucoup d'éthique. Et l'éthique manque beaucoup. Ça nécessite beaucoup d'éthique, ça nécessite de la communication, de la vérité. Il faut dire aux gens, je suis allé à Kinshasa pour réclamer par exemple qu'on ajoute tel budget. Mais ce budget-là n'a pas été alloué. Donc, le projet que nous avons fait, le chemin sera plus long. Nous n'allons pas avoir cela comme nous l'avons pensé. Nous n'abandonnons pas le projet, mais voilà le chemin que nous allons suivre. Il est peut-être plus long, mais c'est un chemin qui va nous emmener là où nous sommes. Vous voyez, c'est une question de communication, de vérité. Et parce que, vous savez, par exemple, dans la démocratie, on parle de la redevabilité. Beaucoup ne se sentent pas redevables. Vous voyez, ce sont toutes ces qualités éthiques, morales, qui font que aujourd'hui, les gens sont pris pour des menteurs. Alors, vous êtes politique, vous parlez de la politique, mais vous avez dit au début que vous avez fait le journalisme, vous êtes une sorte de listie. Alors, je ne sais pas, quel a été votre parcours, ce saut du journalisme directement à la politique? Comment s'est passé? Enfin, votre parcours. Merci beaucoup, ça va me retremper dans mon histoire, c'est toujours un plaisir. Lorsque j'étais en 3e année de graduat, j'étais, si pas la meilleure, mais parmi les meilleurs étudiants en radio-télévision. J'étais l'une des meilleures et il y avait un service qu'on appelait le service de presse de l'armée. De l'armée, je pense que ceux qui ont notre âge se souviennent que lorsque Mobutu était encore président, il y avait tout le temps à 18h une émission de l'armée. En tout cas à Kinshasa ça passait. C'était une émission pour laquelle on cherchait des journalistes. C'est une émission qui se passait beaucoup en lingala, c'est la langue de l'armée, mais il y avait également des éditions en français. Au-delà de cette émission, il y avait également un journal qu'on appelait le Mampinga. Et un grand frère, Sébastien Luzanga, paix à son âme, est venu à l'ISTI à l'époque pour demander qu'on leur donne une très bonne étudiante en radio-télévision pour ces émissions-là de l'armée. Et on lui a indiqué Malamba Lengo. À l'époque, nos prénoms étaient cachés. Et je suis parti et j'ai exigé qu'on nous prenne à deux. Une amie qui était tout le temps avec moi. On nous a engagés. Nous avons commencé à travailler donc pour la presse militaire. Et à la presse militaire, j'ai directement été affecté au cabinet du secrétaire d'État à la Défense nationale. Ce qui fait que, en tant que j'étais chargé de la presse, tous les matins, on devait faire la revue de presse, lire pas mal de journaux. Et dans le secteur de la défense, on lisait des journaux étrangers, on lisait des journaux de chez nous. Et également, on épluchait également les informations qui arrivaient par des services d'information de l'armée et d'autres. Donc on était obligé chaque matin, avant que le secrétaire d'État n'arrive, de pouvoir lui produire un document avec l'essentiel des informations liées à la situation sécuritaire, liées à l'armée. J'ai donc travaillé pendant quelques années au niveau de l'armée. J'ai même failli entrer à l'armée à cette époque-là, mais mon père, qui était un très bon protestant, n'a pas voulu que cela se fasse ainsi et il s'est cassé en quatre pour me trouver une place à l'église. Il m'a trouvé, il y avait un projet avec l'église ménonite, avec l'église méthodiste des États-Unis. L'église méthodiste finançait, soutenait le service de presse de l'église. Je suis donc passé du service de presse de l'armée au service de presse de l'église. Mais je vais vous dire une vérité, peut-être que mon père qui repose en paix en ce moment, mais il le savait, j'avais continué à combiner les deux. J'avais combiné les deux parce que j'aimais vraiment passionnément mon travail dans l'armée. On bougeait beaucoup, on était proche des services où les décisions se prenaient. Donc c'était très excitant. Mais en même temps, j'ai commencé à présenter les émissions religieuses à la radio et à la télévision. Je travaillais avec Mombaya, d'heureuse mémoire,
Je pense qu'il y en a qui se souviennent de notre émission, Charles Mombaya. Yesu Yemo Kwalo Baki. Donc c'était l'émission qui annonçait mon passage. Et donc nous avons avec Charles trouvé que l'émission protestante ne doit pas seulement être un chapelet de versets bibliques, des prières qui se suivent, mais nous voulions faire cette émission à l'image de Christ. C'est-à-dire, quand Christ est arrivé sur terre, il n'a pas seulement donné la parole de son Père, mais il donnait le pain à ceux qui avaient faim, il ressuscitait ceux qui étaient morts, il donnait la santé à ceux qui étaient malades. En fait, nous voulions nous occuper de l'homme en entièreté. Ce qui fait que notre émission, nous avions à l'époque, en tout cas nous étions précurseurs dans les émissions religieuses qui existent peut-être maintenant. Nous avons ouvert des pages d'actualité. Nous avons ouvert des pages où nous parlions avec ceux qui géraient la cité. Nous recevions des députés protestants pour parler avec eux de la situation, quel est le témoignage que le chrétien peut emmener dans le domaine politique, dans le domaine du travail, etc. Donc, avec ces rubriques, ça a vraiment ouvert le journalisme de l'Église au vrai journalisme. Donc nous étions là quand il y avait des activités séculières, nous également nous y allions pour venir analyser ces choses à la lumière de la parole de Dieu. Et ça nous a permis donc d'être proches de l'actualité. Nous n'étions pas seulement proches de la Bible, mais proches de l'actualité. C'était ça, je pense, l'apport que personnellement j'ai pu faire aux côtés d'un aîné qui s'appelle Siteke, qui est aussi un diplômé de l'ISTI, qui était notre directeur. Et donc nous avons emmené la vie de tous les jours à la lumière de la parole du Christ. Et faisant ce travail-là, je me suis rendu compte que quand je posais des questions aux gens, j'avais aussi ma réponse. Voyez? Donc lorsque par exemple je disais, pourquoi est-ce que nous avons encore des enfants qui ne vont pas à l'école? J'attendais bien entendu la réponse de mon invité, mais j'avais aussi ma réponse. Et parfois je trouvais que la réponse de celui qui était devant moi n'était pas convaincante. Je me disais, mais si j'avais l'opportunité de répondre, voilà ce que j'aurais dit. Et le pas vers l'autre côté n'a pas été difficile. Vous voyez? J'ai changé carrément de fauteuil. Vous avez préféré vous exprimer. Je me suis dit qu'à l'intérieur, j'avais tellement de réponses. J'ai changé de chaise. J'ai changé de chaise. Je suis allé travailler dans des cabinets politiques. J'ai travaillé dans les cabinets politiques. Je n'ai peut-être pas dit, j'ai aussi donné cours à l'ISTI en tant qu'assistante. Voilà, j'ai donné cours à l'ISTI en tant qu'assistante et j'ai commencé à travailler dans des cabinets politiques. Déjà, comme je l'ai avoué tout à l'heure, je n'avais pas arrêté de travailler à l'armée. Ensuite, donc, je suis allé dans d'autres cabinets politiques où on commençait à contribuer auprès de ceux qui nous utilisaient, les ministres, à l'époque les commissaires d'État, etc. Nous leur donnions également notre façon de voir les choses. Nous écrivions pour eux, nous faisions les reportages pour les ministres, etc. Nous assurions leur image de marque pour soutenir leur communication. Et petit à petit, ça nous a permis de monter un peu. Mais il y a eu un fait, la chute de Mobutu. Mobutu est tombé, donc chacun, tous les politiques ont dû faire une peau neuve, se rechercher. Il y en a qui ont décidé de rester dans l'opposition, d'autres se sont dit ils vont continuer à contribuer et donc ils ont mis de nouveaux habits politiques. Et en ce moment-là, personnellement, je venais d'avoir tous mes enfants, donc vous savez comment ça se passe. La femme en ce moment-là, ça ralentit un peu, il faut que les enfants grandissent, il faut les suivre. J'ai fait de la même chose et donc j'ai connu un moment un peu creux. Un break, effectivement, où je devais vraiment soutenir mes enfants dans leur bas âge. Et quand les enfants ont atteint la dizaine d'années, ils commencent à aller en secondaire, je me suis dit que j'avais vraiment le temps pour reprendre la politique. Et là, nous sommes arrivés donc au moment où Mouzé est mort, le président Joseph Kabila a pris les rênes du pays, nous étions en pleine guerre, et on a créé ce qu'on a appelé la commission préparatoire du dialogue intercongolais.
J'avais des amis tels que le pasteur Mulunda, avec lequel j'avais vécu à Nairobi, tels que le général Etumba qui a travaillé avec moi dans l'armée, je le connais depuis qu'il était sous-lieutenant. Et donc ce sont des amis qui m'ont dit, mais Chantal, tu as de la valeur, pourquoi tu ne viens pas participer? J'ai dit oui, mais bon, par quelle porte il faut entrer? Donc vous savez, lorsque le pouvoir change, il faut savoir, il faut avoir en tout cas quelque part où s'agripper. Ils ont été là pour moi et j'ai été parmi ceux, les 41 personnes qui ont composé la commission préparatoire du dialogue. J'ai travaillé et là donc ça m'a donné une nouvelle ouverture. Je me suis dit, parce que avec les crises du mariage, vous connaissez, nous les femmes on commence à beaucoup prier en ce moment-là. Donc je me suis dit non, mais s'il y a une solution pour mes problèmes de mariage, il y a aussi des solutions pour le problème du pays auprès de Dieu. Et comme je suis allé dans la commission préparatoire du dialogue, nous sommes allés faire le tour des églises pour entendre un peu ce que dit l'Éternel par rapport au Congo, pour entendre un peu ce qu'il faut faire, pour demander qu'il y ait des prières par rapport au sujet que nous rencontrions, les difficultés du Congo. C'est un moment où il fallait allier la foi à la politique. Il fallait trouver qu'est-ce qu'il y avait dans la foi qui manquait dans la politique, etc. Nous avons trouvé que la femme avait beaucoup de difficultés dans ce secteur-là, parce que la femme, on pouvait lui coller une image, ou elle-même également pouvait se fabriquer une image qui parfois n'était pas convenable par rapport à notre culture, par rapport à nos milieux. C'est là que j'ai trouvé qu'on peut avoir autant d'intelligence qu'on veut, on peut avoir autant de valeur que l'on veut, mais quand on est une femme, on est particulier. Il y avait des difficultés que je n'avais pas lorsque j'étudiais, parce que là-bas il suffisait d'être intelligente, d'avoir ses points, ça marchait, mais là, dans ce milieu-là, il y avait parfois des faits culturels qui intervenaient et ça nécessitait qu'on puisse s'attarder sur ces questions. Nous sommes allés au dialogue intercongolais, nous avons participé à cette grande messe à Sun City. Nous avons également été à Pretoria, là où l'accord global et inclusif a conclu. En tout cas, en tant que femmes, nous étions dans un groupe qu'on appelait le caucus des femmes, avec les mamans Eve Bazaïba à Pretoria, avec d'autres femmes. Nous avons beaucoup travaillé cette nuit-là pour que certains récalcitrants acceptent de signer l'accord. J'ai découvert une qualité que la femme avait, des qualités de diplomatie, pour pousser certaines personnes qui étaient accrochées à leur gain politique, pour qu'ils voient, qu'ils agissent selon l'intérêt général. Il y avait des gens dans la salle qui n'étaient pas prêts à signer l'accord global et inclusif parce qu'ils ne savaient pas qu'est-ce qu'ils gagnaient individuellement. Les femmes se sont organisées pour faire pression derrière eux. Je ne vais pas les citer, il y en a encore beaucoup qui sont vivants. On a fait pression derrière eux, on les a vus à l'extérieur sortir, voilà, de signer pour un peuple, tout ça. C'était beau de les entendre, mais c'était difficile pour certains d'aller signer. Nous avons chanté ce matin-là parce que nous avions vu un nouveau Congo sous les yeux. Nous sommes revenus au Congo, ce n'était pas aussi facile qu'on le pensait. Chacun a contribué comme il fallait, mais nous avons vu des égoïsmes, beaucoup d'égoïsmes refaire surface. Des gens qui ont signé les accords, mais qui, selon leurs besoins, continuaient à faire traîner le pays pour des gains personnels. On a vu tout ça. Et nous avons continué avec le caucus des femmes, non seulement à prier, parce que nous avions fait un caucus là où on avait donné de la place à Dieu, prier, mais aussi à agir. Et nous avions pris cette habitude d'appeler les femmes de tout niveau pour pouvoir parler de la situation du Congo. On a eu plusieurs sessions au niveau de la foire où on demandait à la femme du marché, à la femme qui reste à la maison, à la femme cadre, on parlait dans toutes les langues du Congo pour expliquer à la femme la situation du Congo et lui dire que tu n'es pas la moindre, tu as un point de vue qui doit compter. Malheureusement, il y avait à l'époque des femmes qui avaient le pouvoir, qui n'avaient pas vu les choses de cette manière, qui ont tout fait pour étouffer le Congo. C'était une étape très difficile. On l'a accepté puisque nous parlions au nom de la femme. Nous n'avions pas l'hégémonie de la femme. On a créé un autre cadre de consensus pour la femme, le CAFCO, et nous avions
continué avec le caucus des femmes, mais en ce moment-là, en tant que mouvement citoyen, nous avons continué à sensibiliser, à mobiliser la femme. Et aujourd'hui, nous le continuons encore, mais le travail est assez liquéfié parce que chacune est allée un peu de son côté. Maman Monique Kande est morte, d'autres sont dans des partis politiques, etc. Donc le mouvement s'est un peu, comment dirais-je, dispersé. Nous sommes partis, pas dispersés, mais je pense que nous sommes partis comme des tisons de feu. Balongolins était au Namoto, que nous pas c'est ça que nous avons fait. Et moi, j'ai eu alors en ce moment-là la chance de venir au Congo central. J'ai eu la chance de venir au Congo central. J'avais déjà, peut-être je ne l'ai pas dit, été conseillère à la présidence de la République pendant 5 ans. J'avais été également PCA à l'OFIDA à l'époque, ce qui est devenu la DGDA. J'avais été PCA à l'OFIDA. Et personnellement, je me disais que ma place c'était à Kinshasa. Je connaissais ma valeur, je me disais que je devais participer à la politique nationale. À l'époque, on pensait que travailler en province, c'était un second niveau. Mais j'ai connu une situation qui m'a poussé à faire une nouvelle lecture et je me suis dit, pourquoi pas aller en province? Parce que pendant le dialogue intercongolais, je me suis rappelé que je suis au Congo. On s'est rendu compte que on vous considérait pas seulement parce que vous étiez dans un parti politique ou dans une faction militaire, mais on vous considérait aussi parce que vous aviez un genre, on vous considérait aussi parce que vous étiez ressortissante d'eux. Donc à un certain moment, nous les Bakongo, nous voulons toujours être plus royalistes que le roi. Nous disons toujours non, vous savez, c'est le pays, nous devons être... Mais il ne faut pas oublier d'où on vient. Le dialogue intercongolais m'a rappelé que j'étais au Congo. Et j'ai commencé à fouiller l'histoire de chez moi. J'ai découvert beaucoup de femmes de valeur dans mon histoire. J'ai découvert notre souche Maman Ntinga, j'ai découvert Maman Mafuta, j'ai découvert Kimpa Vita. Je me suis arrêté sur Kimpa Vita parce que Kimpa Vita a fait parler d'elle pendant une période qui ressemblait beaucoup au Congo de l'époque du dialogue intercongolais. Le Congo, un grand pays, s'était affaibli. C'était divisé en 3. Il y avait Kinshasa, il y avait une partie vers l'équateur, il y avait l'est du pays où également la guerre était en train de sévir. Et donc le Congo s'était affaibli. Et Kimpa Vita, elle a connu ça. Le royaume Congo s'était affaibli. Les Portugais sont arrivés, l'église catholique est arrivée en ce moment-là. Et pour les intérêts de l'Europe, ils ont donc détruit le royaume Congo. Le royaume était divisé. Et Kimpa Vita s'est levée, elle s'est dit que c'est le moment de pouvoir jouer à la diplomatie, de travailler à conscientiser tout le monde pour refaire la grandeur Congo. C'était une femme, elle n'avait pas 30 ans, elle avait plus de 20 ans, et elle s'est adonnée à ce travail. Grâce à sa foi, grâce à son courage, elle a sillonné le royaume. Elle est allée voir des hommes importants pour leur dire « refaisons notre unité ». Et ce message-là était tellement semblable à celui que nous voulions porter au moment du dialogue intercongolais. J'ai adopté Kimpa Vita. Il y a un élément également sentimental. Kimpa Vita a été brûlée vive à cause de cette œuvre le 2 juillet. Moi, je suis né le 2 juillet. Donc, je me suis dit, ah, Kimpa Vita Mounuyo. Alors, je me suis levé. Et Kimpa Vita a été pour moi comme une muse. J'ai créé déjà en 2003 la fondation Kimpa Vita. La fondation Kimpa Vita, au début, c'était pour réveiller la femme Congo, parce que nous n'étions pas nombreuses à Sun City. Réveiller la femme Congo. Ensuite, nous avons trouvé qu'il était nécessaire de pouvoir porter l'agenda de notre province. À l'époque, c'était le Bas-Congo. Et je me suis dit, portons cet agenda pour la valorisation et de notre culture et de notre pays et de notre peuple. Quand je dis pays, c'est-à-dire notre province, mais également refaisons les ponts entre nous et les autres Congos, parce que le peuple Congo, c'est un grand peuple. Ce n'est pas seulement au Congo démocratique, mais nous avons des frères qui sont ailleurs, au Congo-Brazzaville, en Angola, au Gabon et également dans la diaspora américaine. Il y en a beaucoup. Donc, nous avons créé cette fondation. J'ai pu effectivement être au cœur de la communauté
Congo à Kinshasa avec les Bambuta. J'ai été là un peu comme je pourrais dire une secrétaire exécutive. J'étais à l'action avec Papa Konde Vilakikanda, paix à son âme. Et donc lorsque mon histoire m'a emmené au Congo central, j'étais préparé. J'avais redécouvert ce peuple, cette histoire, etc. Je suis venu travailler avec Feu Jacques Mbadou, un grand homme. J'ai travaillé avec un grand homme. C'est un grand homme qui m'a permis de voir le Congo central, pas en petit. Avec Jacques Mbadou, on était obligé de voir le Congo central en grand. Non, Jacques ne voyait rien en petit. Donc, et ça, il me l'a transmis. Le Congo central, on doit le voir en grand. La Belgique, le pays qui a colonisé tout le Congo central est plus grand. Le Congo central est plus grand que la Belgique tout entière. Le Congo central a une histoire glorieuse. Le Congo central a une civilisation. Le Congo central a des richesses. Pendant la période de la guerre, le Congo central a soutenu tout le pays. Vous voyez? Donc, Feu Jacques Mbadou, feu le gouverneur Jacques Mbadou, m'a appris à regarder le Congo central en grand. J'ai appris à cette époque à connaître ma province, à en connaître les difficultés aussi, à connaître nos erreurs. Vous voyez? Donc, c'est ça mon parcours. Je suis arrivé au Congo central. Je n'ai pas pour le moment envie d'aller à Kinshasa, travailler à Kinshasa. Vous savez, pour le moment, je n'ai aucune fonction, mais depuis, je vis ici au Congo central. Je me suis établi ici à Matadi, parce que je me dis que j'ai un parcours à faire avec le Congo central. Vous voyez? Et c'est pourquoi d'ailleurs, vous l'avez dit au début, maintenant qu'il y a une possibilité de pouvoir se positionner comme étant gouverneur du Congo central, je n'ai pas hésité à donner ma candidature parce que je pense que je suis prête. Prête effectivement pour travailler avec les autres parce qu'au Congo central, dites-vous bien, il n'y a pas de victoire solitaire. Les victoires au Congo central sont toujours des victoires communautaires. Voilà, alors là, on a vraiment compris, vous avez vraiment parlé de vous, oui. Et c'est ce dont nous avons vraiment besoin. Alors, on va quitter, c'est vrai que vous avez soulevé 2 points que je voulais même vous poser des questions. D'abord, vous avez parlé, comme lorsque vous parlez des femmes, vous avez parlé de la fille, vous avez parlé de la jeune fille, de l'instruction. Vous avez soulevé. Alors, évidemment, on a dit au début que vous êtes aussi candidate gouverneur. C'est-à-dire que vous aspirez au poste de gouverneur. Et être gouverneur, c'est-à-dire gérer toute une province, comme vous venez de le dire, presque tout un pays. Mais aujourd'hui, je vais d'abord épingler ce côté-là. La jeune fille d'aujourd'hui, c'est la femme de demain. Absolument. La jeune fille Congo d'aujourd'hui est la maman de demain. C'est l'éducatrice de demain. C'est celle qui va former, on dit, éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation. Alors aujourd'hui, que même ici au Congo central, nous sentons que, puisque je parle plus de la femme, évidemment il y a aussi des hommes, mais je parle plus de la jeune fille, de la femme, que l'instruction de la jeune fille est sabotée, est bafouée. Elle est un peu, on ignore un peu avec tout ce qui se passe, les grèves des enseignants, les enseignants qui pensent plus à eux qu'à l'instruction, à l'éducation des enfants et tout ce qui se passe autour. Je ne sais pas si vous avez un avis à donner par rapport à ça. Oui, j'ai un avis. Nous avons dit tout à l'heure que nous avons la fondation Kimpavita. À l'époque, nous sommes venus au Congo central pour faire une petite étude sur l'éducation justement de la jeune fille, la Ndona de demain. Vous savez, lorsque nous disons Ndona, les gens peut-être aujourd'hui le terme est galvaudé, mais Ndona c'est une femme de prestige, une femme de valeur. Vous voyez? Donc lorsque nous voulons produire des Ndona, nous devons nous en donner les moyens. La première chose, c'est l'éducation en famille. La première chose, l'être humain naît d'abord dans sa famille. C'est dans sa famille qu'on apprend les choses basiques. Et aujourd'hui, il y a beaucoup à redire. Nous donnons la faute à la pauvreté, nous donnons la faute à beaucoup de situations qui ont survenu ici dans notre pays. La maman ne reste plus beaucoup à la maison, elle doit aller au marché pour vendre et parfois elle est là déjà dès le matin et jusque même dans le Wenzabitula, elle est là encore. Mais il faut un équilibre pour tout. Nous emmenons sur terre des êtres humains, il faut que nous leur donnions une éducation. Un enfant apprend à marcher parce qu'il voit les adultes marcher. Un enfant, lorsque nous naissons, nous sommes comme une enveloppe vide. L'enveloppe, nous pouvons mettre une lettre de valeur, nous pouvons y mettre un chèque de valeur, comme nous pouvons aussi y mettre du papier hygiénique.
voyez, c'est toujours une enveloppe. C'est à nous de choisir qu'est-ce que nous voulons mettre dans cette enveloppe. Et nous devons nous donner les moyens de mettre des choses de valeur dans l'enfant. Les choses de valeur, ce ne sont pas les habits, ce ne sont pas ce que nous mangeons, c'est l'éducation, ce sont les valeurs. Comme on dit aujourd'hui, c'est à la maison qu'on doit apprendre à dire s'il te plaît. C'est à la maison qu'on doit apprendre à respecter les aînés. C'est à la maison qu'on apprend toutes ces valeurs-là. Ensuite, l'école continue. L'école continue, il faut que ce soit une école qui a les moyens de donner la connaissance dont nous avons besoin. Il y a la connaissance d'abord élémentaire que nous avons au niveau de l'école primaire. Et là, il faut que tout enfant, fille et garçon, puisse aller à l'école. Voyez, lorsque l'enfant ne va pas à l'école, vous envoyez les petites filles à Nampambu pour qu'ils vendent les chikwang. Elles sont sur la route avec tous les dangers possibles. Sur la route, qu'est-ce qu'elles apprennent? Elles apprennent à mettre les mèches, elles apprennent à avoir le bel habit, elles apprennent à fricoter avec les garçons. Elle a 12 ans, mais vous allez voir qu'elle est enceinte. Sa mère, elle est là, qu'est-ce qu'elle fait? Son père est là, qu'est-ce qu'ils font? Donc, avant de pouvoir incriminer les autres, moi j'incrimine les parents. J'incrimine les parents. Il n'y a aucune raison sur la terre pour abandonner l'éducation de son enfant. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, oui, l'État a un rôle important. Aujourd'hui, on a décidé, par exemple, de la gratuité de l'enseignement. Très, très belle décision. Mais c'est une décision qui nécessite des étapes pour qu'elle soit bien implémentée dans notre pays. Pour que finalement, personne ne souffre de cette décision. Il ne faut pas que les enseignants souffrent de cette décision. Il ne faut pas que les infrastructures de l'école souffrent de cette décision. Il ne faut pas que l'enfant souffre de cette décision. Donc c'est à tous les niveaux que nous devons pouvoir le voir. En même temps, il faut que l'enseignant aussi sache que nous devons chercher l'amélioration de sa condition, mais ça ne peut pas se faire automatiquement dans les meilleures conditions. Mais il faut savoir parler, il faut savoir dialoguer avec l'enseignant. C'est une personne sensée, mais une personne qui attend aussi qu'on respecte la parole qu'on lui donne. Donc voilà, nous sommes totalement liés les uns les autres. Voyez? Donc cette jeune fille-là, nous devons aujourd'hui tirer des leçons de ce que nous avons fait jusqu'à maintenant. Les parents qui n'envoient pas la jeune fille à l'école doivent être sanctionnés. Les parents qui n'envoient pas la fille à l'école doivent être sanctionnés. La fille qui ne va pas à l'école, la fille qui a sa scolarité arrêtée parce qu'elle est enceinte, elle ne doit pas être seule à souffrir de cela. Il faut que le jeune garçon aussi sache que ce qu'il a fait est mauvais. Il ne faut pas seulement qu'il y ait la jeune fille qui quitte l'école. Il ne faut que personne ne quitte l'école. Nous ne voulons pas que le garçon ne quitte l'école, nous ne voulons pas que la jeune fille quitte l'école. Mais nous voulons que tous les deux comprennent que le jeu auquel ils se sont amusés, c'est un vilain jeu. Vous voyez? Il faut que les parents également puissent être sanctionnés. Donc, il faut que nous regardions froidement les situations qui sont en train d'affecter la jeune fille. Voilà, alors on va encore terminer avec deux dernières questions pour l'actualité. Alors, maman Chantal Malamba est candidate à l'élection. C'est l'élection du gouverneur, oui. Donc, elle est candidate. Elle aspire à devenir gouverneur de la province du Congo central. Alors, avec tout le bruit qui tourne autour de l'élection de gouverneur ici, précisément dans le Congo central, je crois que hier, vous avez suivi la rentrée judiciaire. Oui. Ce qui s'est passé avec le professeur Fundoa Oyedebrako qui essayait de demander au président de la République que les gouvernants de ce pays ne respectent pas les ordonnances du Conseil d'État. Et entre autres, il se dit que le vice-premier ministre devait réhabiliter l'ancien gouverneur. Et que il l'a dit ou bien ce sont les gens qui ont tiré? Ce sont les gens qui ont tiré. Voilà. Alors qu'on devait réhabiliter. C'est pour ça que nous aimerons avoir des éclaircissements. On devrait le réhabiliter par le vice-premier ministre, parce que le Conseil d'État l'avait déjà réhabilité. Alors avec tout ce qui se passe, et si aujourd'hui, si c'était vrai, et que le vice-premier ministre revenait à de bonnes décisions et respectait les ordonnances du Conseil d'État, et qu'aujourd'hui il serait réhabilité, alors qu'est-ce qui va se passer de tout le reste? Ben, c'est tout à fait simple. C'est tout à fait simple. Si effectivement l'ancien gouverneur revenait, que voulez-vous qu'il se passe? Il y a des autorités qui sont
commise à des prérogatives. Si aujourd'hui le siège n'est pas vide, pourquoi on va chercher quelqu'un? On ne cherchera personne. Vous voyez? Et si il y a une affaire qui doit être traitée, qu'elle soit traitée. Donc nous sommes candidats parce qu'on a dit qu'il y a élection. Mais si demain on dit qu'il n'y a pas élection, pourquoi voulez-vous qu'on parle de candidature? Donc que chacun fasse son travail, que le président de la République fasse son travail, que les cours et tribunaux fassent leur travail, que les institutions de ce pays fassent leur travail. Si nous sommes arrivés là où nous sommes, c'est parce qu'il y a eu des gens qui n'ont pas correctement fait leur travail. Comprenez? Nous parlons d'une... moi, je ne vais vraiment pas entrer dans des jugements de valeur, mais nous sommes en train de parler des arrêts. Il y a des arrêts de la Cour constitutionnelle, il y a des arrêts de la Cour de cassation, il y a des arrêts de toutes ces institutions judiciaires. Mais pourquoi elles ne se font pas respecter? C'est-à-dire que nous avons touché le fond. Lorsque, effectivement, au niveau de la justice, on ne respecte plus rien, donc chacun peut interpréter la loi comme il veut. Qui dit aujourd'hui que l'interprétation du professeur Vundoye est la bonne? Personne ne sait. Donc il faut que chacun joue son rôle correctement et qu'on le fasse pour que le Congo central soit en paix. Nous avons besoin de paix, nous avons besoin d'avoir des autorités dans ce pays qui s'occupent de notre province. Pendant qu'on est en train de s'amuser, les enfants Congo sont en train de souffrir. Ils souffrent. Allez dans nos villages, vous allez vous rendre compte que des choses élémentaires ne sont même plus du tout... la route qui mène vers la rivière, personne ne sait plus qui doit pouvoir enlever même la mauvaise herbe qui est sur cette route. Combien de gens se font mordre par les serpents aujourd'hui? Parce qu'il n'y a plus de leadership, même au niveau des villages. Mais ça, c'est une impulsion qui doit venir de la tête. Et donc, il faut que la tête se guérisse. Et dernièrement aussi, il y a eu le programme de développement des 145 territoires. Le Premier ministre est passé ici à Somololo pour poser, je crois, la première pierre. Quelle est votre appréciation par rapport à cette initiative? C'est une initiative louable. Parce qu'en fait, ce qui a manqué, qui a poussé le Congo à aller dans la décentralisation, c'est effectivement amener au niveau le plus bas le développement, le bien-être. Rapprocher les dirigeants des dirigés. Donc s'il y a des programmes qui doivent maintenant s'appliquer dans nos territoires, c'est bien. Parce qu'il ne suffit pas de développer les villes. Il faut également que la vie soit vivable dans nos territoires. Mais il ne faut pas non plus que nous ayons juste des effets d'annonce. Vous voyez, il faut, parce que oui, le président de la République décide qu'il y ait des programmes pour tous les 145 territoires. C'est très bien. Les moyens vont être mis à disposition. C'est très bien. Mais cela suppose qu'il y ait également des formations. Cela suppose qu'il y ait des suivis. Cela suppose que nous ayons des gouverneurs qui s'occupent convenablement de cette question. Cela suppose que chaque centime qui est mis à disposition du territoire soit utilisé pour le territoire. Cela suppose que les autorités locales soient également bien encadrées. Vous voyez, ça suppose beaucoup de choses. Il ne suffit pas de décréter, il ne suffit pas de mettre les moyens, faut-il organiser le suivi. Voilà. Alors, comme on est à la fin, presque à la fin, je vais quand même vous laisser la parole. Vous êtes candidate, gouverneur. Je vais vous demander de passer un message à toutes les femmes, à tous les téléspectateurs qui vont vous suivre ce soir, en français, en Kikongo et en lingala avant de clore cette émission. En tout cas, étant donné que l'élection du gouverneur se passe au niveau des grands électeurs que sont nos députés provinciaux, ce que je demande à la femme, c'est de penser à leurs enfants. Pensons à nos enfants. Tout le monde est enfant d'une mère, donc pensons à nos enfants. Prions. Ça au moins, nous pouvons le faire. Prions pour que Dieu se saisisse de la situation du Congo central et qu'il nous sorte de la situation. Prions que Dieu place un bon gouverneur ou une femme bonne gouverneur. C'est Dieu qui élève. Mais il faut qu'il sente qu'il y ait des gens qui ont conscience que nous avons besoin de lui. Appelons le Seigneur pour qu'il nous conduise. Batata e bamama nzoledi igo abunga mukikongo.
Congo central mumpasikena kileni kwisa kululomba kundeli umvota mujamu kabenu kusilu umvota kampanye mpika iyantikilie tiko me kima tulendi sala bungangi sambila nde tufeti sambila musavo nzambi kabaka mo mambu mumokumani nkatu nde kontu muntu yuzole likwa mujamu vuiri mbongu mujamu zaya keni yebantu kuna Kinshasa kesa kakuma gouverneur di province tutomeni mona mpasika luzori liaka kunde tu continuer mon pasi zozeni tutoma sambila ba mbuta ma église ba pasteur ba abbé ba berger ba kulu bana batu dia tisanga mo église lunanta nkangwa kulu mulusambulu usavo nzambi katusalisa matondo na lingala sikoye mukeka kana lingala na kanisi bandeko na biso pe belé ya solo bazali awa baza peut-être ba Congo te mais balingaka Congo central ba pona ko vanda na Congo central biso nyonso to sambela eloko oyo biso population to koyiko sala pona oyo ezali ko sambela soki tozo vanda lokola to muzomona na biso pasité nzambe pa zotala biso mais soka moni ke tozali conscient ke tozana posa na ye nzamba koya ko sala eloko nazo senga na ba mama na ba papa na bilenge to sambela pomboka na biso province na biso ekota na bopemi. Voilà, merci beaucoup à Maman Chantal Malamba, une émission très profonde, une émission avec beaucoup de leçons, une émission qui nous a vraiment donné beaucoup d'informations aussi. Merci beaucoup Maman. Je vous en prie, c'était un plaisir. Nous avons vraiment été très heureux de vous recevoir dans ce magazine. Merci à vous amis téléspectateurs. Je rappelle donc que nous avons reçu pour vous Madame Chantal Malamba Kifungo, elle est ici secrétaire générale de la Chambre de commerce et de l'industrie du Congo central, candidate au poste de gouverneur. C'est une femme politique, c'est une femme chrétienne et c'est une femme une grand F. Merci à vous de nous avoir suivis. Le prochain numéro, vous l'aurez donc très prochainement sur la manière télévision. D'ici là, portez-vous bien et continuez le programme.